Imaginez une fillette de 7 ans, pieds nus sur le ciment froid d'une allée parfaitement entretenue, tenant une vieille vassoura qui gratte le sol avec un son sec et régulier. Autour d'elle, la façade blanche d'une maison luxueuse renvoie la lumière du matin. Des palmiers taillent des ombres géométriques. À la porte, une femme en tailleur observe sans expression, comme si la scène était une routine contrôlée, un tableau plié aux lois d'une maison qui ne tolère pas le désordre. La fillette ne lève pas la tête. Ses épaules sont petites, repliées. Sa robe fine remue à peine. Entre les brins de la vassoura, un morceau de papier chiffonné est coincé. On devine des traits d'enfant, des couleurs qui n'appartiennent pas à ce décor de richesse. Marina Ferreira s'arrête sur le trottoir, la voiture à l'arrêt, le cœur frappé par une image simple et terrible à la fois. Coordinatrice pédagogique depuis 10 ans, elle a appris à ne pas confondre sensibilité et précipitation. Mais ce matin, quelque chose la pousse à rester plus longtemps que prévu. Elle voit la fillette s'efforcer de rendre le monde propre selon des règles qui ne semblent pas les siennes. Et il y a dans ce tableau une règle muette qui murmure que tout ne va pas bien. Marina descend, récupère son sac, ajuste son badge et s'avance sans bruit. Elle sait qu'entrer dans la propriété d'une famille aisée pour poser des questions peut provoquer une tempête. Elle sait aussi que certaines images ne supportent pas le silence. La fillette lève les yeux quand Marina s'approche. La précision d'un regard enfantin, timide et rapide, comme si on devait toujours être vigilant. « Je dois finir avant 10 heures », murmure-t-elle, la voix mince, presque absente. La phrase revient comme une règle apprise par cœur. Marina s'agenouille à hauteur de la petite et lui sourit. « Bonjour, je m'appelle Marina. Tu veux que je t'aide ?» La fillette hoche la tête, serrant la vassoura. À la porte, la femme en tailleur, Patricia Almeida, fait un pas en avant qui suffit à ralentir l'air. Son visage est lisse, la réprobation discrète. On lit sur elle une certitude. Les choses sont comme elles doivent être. Ce premier choc, l'image d'une enfant qui balaie pieds nus devant une maison de millionnaire, restera toujours l'ouverture de l'affaire. Pour Marina, ce n'était pas seulement une photographie mentale, c'était un devoir qui se présentait, une obligation professionnelle et humaine de ne pas détourner le regard. Elle prend une photo rapidement, sans faire de bruit, parce que la preuve visuelle pourrait avoir une puissance à la fois simple et implacable. Elle note l'heure, le vent, la température, des détails invisibles pour d'autres, mais nécessaires lorsqu'on doit transformer le sentiment en dossier. Avant d'avancer plus loin, si cette histoire vous touche, dites d'où vous regardez et cliquez sur « J'aime ». C'est une façon simple de soutenir la protection des enfants. Marina remet sa respiration en place et commence à rassembler le contexte. Elle connaît la famille de vue. Rodrigo Almeida, voyageur d'affaires fréquent, homme d'affaires souvent absent, dont le statut de millionnaire circule dans les réseaux sociaux locaux. La belle-mère, Patricia, gère la maison et les apparences. À l'école, Sofia, c'est ainsi que l'enfant se présente quand on l'appelle, était devenue plus silencieuse. Des institutrices avaient remarqué sa distance, une perte d'appétit, des dessins qui changeaient de ton. Les crayons qui autrefois dessinaient arcs-en-ciel et animaux s'étaient transformés en scènes aux lignes serrées, avec mots courts que certains adultes lisent comme des appels. « J'ai peur, je reste ici ». La pédagogue en Marina a appris à prendre ces signes au sérieux avant qu'ils ne deviennent une statistique. Elle fait attention à ne pas être intrusive. Ses premières questions, posées avec douceur, cherchent simplement à comprendre. « Tu vas bien à l'école ? Tu joues avec tes amis ?» Sofia répond avec des monosyllabes. Parfois, elle évite la conversation, regarde le sol, puis recommence à balayer comme si l'acte occupait une place qui la rassure. Quand Marina propose un goûter, Sofia accepte, mais avec une lenteur presque cérémonielle, comme si manger était quelque chose autorisé par une autre personne. Patricia intervient alors, sa voix polie mais ferme. « C'est une visite programmée, madame. Merci de respecter notre intimité, dit-elle. Sa main effleure la poignée de la porte comme pour reprendre le contrôle de la scène. Les mots sont mesurés. La menace est subtile, contenue dans le ton. Marina sent la tension monter.
Ce n'est pas l'agressivité qui la frappe, mais l'ordre silencieux qui régit la maison, la discipline imposée à une enfant pour des raisons qui restent à éclaircir. Elle reste professionnelle, note des choses, tente d'instaurer une conversation sur la santé de l'enfant, son comportement à l'école. Mais Patricia évite les sujets, minimise, présente un récit de normalité. Cette première interaction en dit déjà beaucoup. La petite semble soumise à des règles strictes, le discours officiel nie le problème et l'apparence protège la maison. Marina reprend des photos, conserve des tickets, récolte des éléments visibles. Elle sait qu'un soupçon ne suffit pas à changer une situation. Il faut des preuves concrètes et une chaîne d'éléments qui rendent la version officielle improbable face à la réalité. Elle rentre à l'école avec un nœud à l'estomac et une certitude. Il faudra agir avec méthode et prudence. Les jours suivants, Marina met en place une collecte discrète d'indices. Elle exhorte son équipe à rester attentive aux signaux faibles. Dessins d'élèves, changement de routine, remarques des autres enfants. Les traces ne sont pas brutales, elles sont subtiles, accumulées comme de la poussière. Un matin, elle découvre dans le cartable de Sofia un dessin qui la fige. Une petite maison, une figure qui tient une vassoura et une autre, plus grande, qui se tient à la porte. Au-dessus, quelques mots écrits d'une écriture tremblante, « Je dois balayer ». Une autre feuille, griffonnée plus tard, contient une phrase claire, « Je suis seul ». Ces éléments, si modestes soient-ils, se combinent pour former une direction dans laquelle il faut enquêter. Marina prend rendez-vous avec la directrice de l'école, Dr. Valdirene Santos, pour partager ses observations. Valdirene, femme d'allure sereine, connaît les procédures. Elle encourage la prudence, mais soutient la démarche de collecte de preuves. Ensemble, elles décident de solliciter un entretien avec la mère ou la belle-mère dans un cadre officiel, et si cela devait être nécessaire, de contacter le conseil tutélaire. Elle rédige un rapport interne, consigne les dessins et note les changements de comportement sur une période de plusieurs semaines. C'est la première étape concrète. Transformer une inquiétude humaine en dossier administratif. Pendant ce temps, Marina tente une approche plus humaine avec Sofia. Elle veut offrir un espace sûr, un banc à l'ombre, un jus, la permission de parler. Sofia parle en petites phrases. Elle aime les histoires de princesses. Elle aime quand la maîtresse lit à voix haute, elle aime grimper aux arbres, mais il y a aussi les silences. Un jour, quand Marina lui demande si elle a des douleurs ou des peurs, la fillette répond d'une voix presque automatique « Je dois faire vite ». Là est la clé. Une phrase qui se répète comme un rituel. Il est clair pour Marina que l'enfant a intériorisé une règle imposée. Toutes ces observations poussent Marina à chercher d'autres sources. Elle prend contact avec d'anciennes employées de la maison, celles qui ont travaillé pendant des années, mais ont fini par partir. La plus importante parmi elles s'appelle Donna Marta. Marta a été gouvernante et pendant des années a veillé sur la maisonnée. Aujourd'hui retraitée, elle vit dans un appartement modeste mais propre, et lorsqu'elle ouvre la porte à Marina, son visage exprime une fatigue ancienne et une générosité résignée. Lorsqu'on parle d'enfants et de maisons de riches, il faut écouter les anciens employés. Souvent, ce sont eux qui connaissent les routines et voient ce que les vitrines dissimulent. Donna Marta pleure en racontant. Elle n'accuse pas dans des termes sensationnels. Elle dit plutôt qu'elle n'a pas supporté certaines pratiques, les petites humiliations imposées à la fillette, la privation de certains plaisirs enfantins comme le dessert, la consigne de tâches excessives pour son âge. Elle se rappelle d'un après-midi où, par crainte, Sofia avait été enfermée dans un salon pour se calmer et d'une lumière blafarde qui n'était jamais allumée pour les autres enfants de la maison. Marta remet à Marina un objet, une photographie prise discrètement il y a quelques mois, où l'on voit Sofia dans un coin du jardin, vassour à la main, regard perdu. « Je n'ai jamais aimé ce que j'ai vu », confie Marta, « mais on m'a dit que c'était pour le bien de la maison. On m'a dit de fermer les yeux. » Son témoignage montre comment la complicité du silence se tisse, non pas toujours par haine, mais par peur et dépendance. Avec le témoignage de Marta, Marina commence à assembler un dossier plus solide.
Elle établit une chronologie, date des observations, évolution du comportement scolaire, pièces visuelles. Elle envoie des copies anonymisées des dessins et de la photo à une amie infirmière qui accepte de donner un avis médical préliminaire à titre informel, non pour remplacer un examen officiel, mais pour indiquer s'il y a des signes qui justifient une évaluation plus poussée. L'avis, lu avec prudence, mentionne que l'enfant présente des signes de stress et de mal-être, compatibles avec négligence psychologique, perte d'appétit, repli, phrases récurrentes témoignant d'une contrainte. Ce genre d'évaluation ne conclut rien en soi, mais elle oriente vers la nécessité d'une évaluation médico-légale. Marina sait qu'elle doit contacter les autorités compétentes. Elle remplit un rapport officiel au conseil tutelare, joignant dessin, photographie et le témoignage de Donna Marta. Dans le formulaire, elle prend soin d'utiliser des formulations précises, observations, changements comportementaux, témoignages d'anciens employés. Elle demande une inspection et une évaluation de l'enfant. Ce geste administratif et méthodique déclenche une chaîne qui parfois est lente, parfois instrumentale, mais il a le mérite de créer un enregistrement officiel, nécessaire pour toute procédure ultérieure. La riposte ne tarde pas. La famille, informée par des canaux internes, réagit comme prévu. Un avocat envoyé par les proches de la maison contacte l'école. Des menaces à peine voilées, des insinuations sur la réputation de Marina. Si vous poursuivez dans cette voie sans fondement, nous nous réservons le droit de prendre des mesures, dit le message formel. La direction de l'école reçoit une pression, des appels, des courriels, une tentative d'intimidation à peine cachée. Même le calme bureaucratique des établissements scolaires peut vaciller sous l'ombre d'un pouvoir nanti. La machine de la protection infantile avance malgré tout. Le conseil tutelare programme une visite. Le protocole prévoit une évaluation de l'environnement et, si nécessaire, un examen médical pour Sofia afin de documenter rigoureusement tout signe de négligence éventuelle. Marina, qui a appris à fonctionner dans ce genre de procédure, se prépare à accompagner l'équipe si on l'autorise. Mais avant même l'intervention officielle, la pression contre elle s'intensifie. Une lettre anonyme circule à l'école, insinuant qu'elle agit par revanche personnelle. Une rumeur est lancée sur les réseaux sociaux, insinuant un conflit entre collègues. Ces tactiques ont pour but simple et efficace de la discréditer et d'isoler ceux qui osent troubler l'ordre établi. C'est là que la dimension médiatique entre dans le tableau. Leonardo Costa, journaliste d'investigation indépendant, prend contact à la suite d'une petite note anonyme qui circule. Il s'intéresse au cas où le pouvoir et l'argent peuvent masquer des pratiques abusives. Son intérêt n'est pas motivé par le sensationnalisme. Il cherche des récits où la justice sociale a été contrecarrée par l'impunité. Après avoir entendu les premiers éléments, il propose de se joindre à l'enquête en promettant une vérification rigoureuse et l'engagement de publier seulement ce qui est solidement étayé. Pour Marina, cela représente un espoir et une inquiétude. La force des médias peut accélérer les procédures, mais elle peut aussi enflammer la contre-attaque. Dans l'intervalle, un autre acteur se présente, un avocat pro bono, Dr Henrique Tavares. Il travaille avec des associations de défense des droits de l'enfant et accepte de conseiller Marina et l'équipe éducative. Son expérience est utile pour traduire les observations en termes juridiques solides. Ensemble, ils commencent à envisager la nécessité d'un examen médical officiel et d'une évaluation psychologique. Ils planifient aussi comment protéger l'école, et Marina face aux mesures intimidantes de la famille. La stratégie est simple en apparence. Collecter des preuves solides, documenter chaque étape, éviter toute divulgation prématurée qui pourrait mettre en péril l'enfant ou invalider les éléments du dossier. Alors que l'enquête se structure, la famille multiplie les gestes de défense. Patricia demande des réunions formelles, appelle des responsables et tente d'obtenir le retrait des témoins. Elle nie les allégations d'un ton posé. « Vous exagérez », répète-t-elle en public.
En privé, selon certains témoignages, des pressions plus directes auraient été exercées sur d'anciens employés pour qu'ils se désengagent ou qu'ils ne livrent pas de témoignages. Ces manœuvres ne sont pas inédites. Lorsqu'on confronte une réalité dérangeante, l'usage de l'influence est souvent la première ligne de défense. Marina en fait l'expérience. Des collègues hésitent, la direction reçoit des menaces voilées et certaines voix se ferment. Malgré la pression, quelques voix restent solides. Donna Marta maintient son témoignage. Un autre ancien employé, timide mais cohérent, confirme qu'il avait entendu des remarques blessantes, des consignes strictes et, un soir, avait retrouvé la petite en larmes derrière une porte. Ces récits, mis bout à bout, font émerger un motif constant. L'isolement imposé, l'humiliation déguisée en discipline, la présence d'une règle maison qui place le confort d'une maison au-dessus du bien-être d'une enfant. L'enquête gagne en précision quand Leonardo, le journaliste, découvre des documents financiers qui montrent des dépenses inhabituelles, paiements à des sociétés de conseil et services domestiques difficiles à expliquer par la simple gestion d'un foyer. Son travail n'est pas d'accuser, mais de montrer des anomalies qui réclament une explication. Il met en contact Marina avec un comptable forensique qui accepte, à titre consultatif, d'analyser des transactions publiques et des documents accessibles. Les résultats préliminaires ne prouvent rien de criminel, mais ils dessinent une réalité de protection matérielle. Un environnement fermé qui peut protéger des comportements problématiques derrière une façade de normalité. Un soir, la tension atteint un nouveau palier. Marina reçoit un message sur son téléphone, une photo d'elle prise, semble-t-il, devant la maison, accompagnée d'une phrase menaçante. Elle garde la photo et la transmet à l'avocat. C'est le signe que la tactique a changé. L'intimidation numérique complète l'intimidation institutionnelle. L'équipe juridique préconise maintenant la prudence. Limiter les déplacements non accompagnés, renforcer la sécurité des documents et préparer une communication officielle calibrée pour éviter d'alimenter la polémique. Malgré tout, la détermination de Marina ne fléchit pas. Elle se rappelle pourquoi elle est entrée ce matin-là, pourquoi elle a pris la photo de la fillette qui balayait. Sa motivation n'est ni la reconnaissance, ni la victoire personnelle. C'est la conviction que certains visages ne doivent pas devenir invisibles simplement parce que le monde qui les entoure est riche. Elle repense au dessin de Sofia, à la phrase répétée « Je dois finir avant 10 heures ». Elle connaît désormais la contrepartie, le silence et la peur fabriquée. La réponse est maintenant engagée sur plusieurs fronts, administratif, juridique, médiatique et humain. Les jours d'attente, en apparence calmes, sont pourtant pleins de mouvements. Les rendez-vous s'enchaînent, évaluation, examen préliminaire, conversation avec psychologue scolaire. Un médecin mandaté par le conseil tutélaire vient pour une évaluation initiale. Il note la présence de signes de stress et recommande un examen plus approfondi. Le rapport médical, rédigé avec prudence, évite les conclusions hâtives mais autorise des démarches protectrices. C'est le genre de document qui, dans un processus judiciaire, n'est pas spectaculaire mais essentiel. Il fournit une base scientifique et professionnelle à une suspicion désormais fondée. À la fin d'une matinée longue, alors que Marina regagne sa voiture, son téléphone sonne. L'appel vient d'une source inattendue. Un collaborateur de Leonardo lui annonce que des éléments nouveaux ont été découverts. Un enregistrement audio, selon des témoins, dans lequel on entendrait des ordres adressés à la fillette. L'enregistrement n'est pas encore authentifié. Il faudra des experts pour vérifier son origine et sa validité. Mais déjà, l'idée qu'une pièce sonore pourrait confirmer des pratiques instaurées dans la maison provoque une sorte de boule d'espoir contenue. C'est l'une de ces tournures qui rendent l'enquête plus lourde, plus risquée, mais aussi plus proche d'une révélation. Au même moment, d'autres coulisses s'activent. Rodrigo Almeida, le père, est souvent en déplacement. Sa vie professionnelle l'éloigne, et pour beaucoup, son image publique de businessman indépendant peut le protéger d'une implication immédiate.
Les intervenants savent que faire basculer un dossier implique souvent de trouver la manière d'atteindre les sphères de décision d'une famille protégée. Les preuves, dessins, témoignages, audio, analyses financières, doivent converger vers une narration qui tienne devant un juge. Le processus exige patience, rigueur et une résilience qui dépasse la seule émotion. C'est dans cet état de préparation et d'attente que les jours glissent vers une séquence décisive. Les pièces commencent à s'assembler, mais elles ne sont pas encore complètes. L'équipe qui s'est formée, Marina, Valdirene, Dotra Santos, Donna Marta, Leonardo et le docteur Henrique, se tient prête à franchir l'étape suivante, présenter un dossier suffisamment solide pour provoquer une réaction judiciaire efficace. Ils savent, pour l'avoir vu dans d'autres affaires, que la vérité doit être articulée avec soin pour éviter qu'elle soit étouffée par l'argent ou par la représentation légale puissante. Et puis, au milieu d'une journée de réunion où l'on vérifie encore et encore l'alignement des éléments, un message bref arrive sur le portable de Marina, sans signature. Il arrive aujourd'hui. Le mot, simple et sec, tombe comme une pierre dans l'eau calme du dossier. Qui est il? Le suspense est immédiat. Rodrigo? Un visiteur inattendu? Un homme que personne n'attendait? Les hypothèses se bousculent et la possibilité qu'un retour inopiné du père puisse changer radicalement la dynamique du dossier s'impose. Un voyage retourné, une surprise à l'aéroport, une confrontation publique, tout devient plausible. Marina sent l'adrénaline remonter, mais elle garde la tête froide. Un retour pourrait accélérer le processus, mais il pourrait aussi compliquer les choses si les premières impressions sont mal gérées. Les autres membres de l'équipe reçoivent le même message, et sans échanger un mot lourd, chacun comprend que le rythme va changer. Une surprise peut venir, et avec elle, la chance d'une confrontation ou le risque d'une manœuvre pour étouffer l'affaire. L'inéluctable se rapproche. Désormais, la possibilité d'une rencontre entre le monde protégé de la maison et la vérité publique est réelle. Le message, bref et sans signature, résonne encore dans la tête de Marina. Il arrive aujourd'hui. Elle n'en sait pas plus que ses collègues, mais le mot suffit à électrifier l'atmosphère. On sent dans les gestes que quelque chose va basculer. Chacun reprend son rôle, vérifie ses dossiers, peaufine les copies des dessins, protège les originaux. Les preuves doivent parvenir intègres au bon moment. La narration ne peut se permettre d'être hâtive. Les heures qui suivent sont occupées à finaliser l'authentification d'un enregistrement audio. Leonardo, le journaliste, a obtenu un extrait qu'un témoin affirme avoir récupéré d'un ancien téléphone professionnel de la maison, remis par un employé qui craignait pour sa sécurité. Un technicien spécialisé accepte d'écouter le fichier et de procéder à des analyses spectrales qui permettront de vérifier s'il y a des altérations et d'identifier, d'après les fréquences et les bruits de fond, si l'enregistrement correspond à un intérieur domestique cohérent avec la maison en cause. Le jour où l'audio est authentifié, la tension ressemble à une corde tendue. Le technicien confirme qu'il n'y a pas eu de montage grossier et que les voix peuvent, selon un expert indépendant, correspondre à celles des personnes impliquées, du moins suffisamment pour que l'enregistrement soit recevable comme élément d'enquête, sous réserve des procédures de chaîne de garde et de croisement d'éléments. L'étiquette d'authenticité accrochée à ce fragment sonore change le statut du dossier. Ce n'est plus uniquement une accumulation d'indices anecdotiques, mais un document susceptible d'être confronté en instance. Pendant ce temps, un autre pan de l'enquête se précise. Le comptable forensique a examiné des extraits bancaires publics et des documents fournis par des sources anonymes. Son rapport, rédigé en termes simples, met en lumière des flux financiers et des paiements à des prestataires dont les justificatifs internes sont confus. Montants importants vers des sociétés de consultance, virements réguliers attribués à services domestiques, qui selon l'expert dépassent largement la moyenne pour un foyer privé. Ce n'est pas une preuve de maltraitance en soi, mais cela décrit un système de ressources qui peut permettre d'entretenir une opacité administrative quand le besoin s'en fait sentir. L'ensemble de ces éléments, dessins, photos, témoignages de Marta, avis médical préliminaire, analyse comptable et enregistrement audio,
est compilé par le docteur Henrique en un dossier méthodique. Il élabore une demande formelle d'intervention urgente au conseil tutelard, évaluation immédiate de l'enfant et, s'il y a lieu, retrait temporaire pour protection. L'argumentaire est posé, circonscrit, mesuré. Il faut préserver l'enfant, pas alimenter une bataille d'ego. Le courrier explicite les craintes et demande la mise en place rapide des mesures de protection. Ce même soir, un coup de téléphone arrive à la rédaction de Leonardo. L'appel est court, tendu. Rodrigo Almeida est arrivé plus tôt que prévu. Il est à la maison. C'est la confirmation. La nouvelle remonte rapidement dans les rangs de ceux qui suivent le dossier. Certains voient une chance. La présence du père en personne peut provoquer un face-à-face décisif qui fera tomber les premières barrières de la défense. D'autres redoutent que l'arrivée du propriétaire du capital ne déclenche une réaction de protection intense et immédiate, que l'on verrouille davantage la maison et que l'accès se referme. Marina décide de ne pas courir. Elle sait que la prudence protège l'enfant, l'audace irréfléchie la mettrait en danger. Elle accepte d'attendre la décision du conseil tutelard pour intervenir formellement. Mais elle ne reste pas inactive. Elle se tient prête à accompagner une équipe si l'ordre de visite est signé, garde sur elle un dossier avec copie des dessins, l'image photographique, les mentions du technicien audio et le rapport préliminaire de la psychologue scolaire. Dans l'après-midi, le conseil tutelard obtient un mandat d'évaluation. Une équipe mixte arrive avec des chiens de procédure méticuleuse. Entretien informel avec l'enfant, inspection de l'environnement, évaluation psychologique initiale et, si nécessaire, proposition d'un transfert temporaire vers un lieu sûr. La scène se déroule selon un protocole que Marina connaît. Respect du rythme de l'enfant, traduction des questions en langage simple, présence d'un membre neutre pour garantir la transparence. La visite à la maison est tendue. Patricia, qui jusqu'ici avait conservé son sang-froid, se montre plus irritée, pas agressive, mais impatiente. Les fonctionnaires observent la maison, notent les routines, questionnent la gouvernante et d'anciens employés disponibles. Ce sont des gestes administratifs qui, en apparence, ressemblent à une inspection, mais qui, en réalité, écrivent déjà une part de la vérité. Le médecin mandaté pour l'évaluation adresse quelques questions simples à Sofia. « Est-ce que tu dors bien? Tu as mal quelque part ?» La fillette répond en brefs fragments. Sa tenue et sa propreté sont notées sans jugement, comme des données à encadrer. Un moment, alors que la visite se déroule, Rodrigo entre. Il n'y a pas de dramatique ouverture de porte, seulement l'homme de stature imposante qui entre dans la pièce, sans s'annoncer davantage que sa présence elle-même. Ce moment correspond à la surprise évoquée dans le message. Le père est de retour, plus tôt que prévu. Il regarde autour de lui, son visage passe de la fatigue au trouble, puis à l'étonnement. Il voit la fillette dans un coin de la véranda, la Vassoura entre ses petites mains. Pour lui, la scène est brève, mais ce que contient cette fraction de seconde le déplace. Rodrigo n'est pas un personnage public fait pour les éclats. Sa présence impose le silence. Les regards se tournent vers lui. On lit sur son visage une confusion immédiate. Il n'a pas été informé de la visite du conseil tutelard, ni des soupçons qui pèsent sur la maison. Patricia s'avance, son discours mesuré. Elle parle d'une routine, d'une discipline nécessaire, de malentendus. Les fonctionnaires exposent calmement la situation et lui demandent de coopérer. Rodrigo demande à parler à sa fille à voix basse. Il s'approche et pose une question que peu d'hommes en position de pouvoir croisent réellement. « Pourquoi tu balais, mon ange ?» Sofia lève les yeux. Sa réponse est simple, mécanique et terriblement nette. « Je dois finir avant 10 heures. » Le silence qui suit la phrase a la densité d'une pierre. Ce que Rodrigo fait ensuite n'est pas une mise en scène dramatique. Il ramène tout à l'essentiel, le bien-être de son enfant. D'abord, il demande à être tenu à l'écart de tout artifice de réputation. Il interroge les membres de l'équipe, écoute les éléments présentés et, sans spectacle, organise une décision immédiate. Pour protéger l'enfant et éviter tout conflit d'influence, il propose de confier temporairement la garde de Sofia au conseil tutelard pendant que l'enquête suit son cours.
Il ordonne à Patricia de quitter temporairement la chambre où elle se tenait et demande à ce qu'aucune mesure de représailles n'affecte les témoins. Son intervention est ferme et claire. Il n'ignore pas la nécessité de procédures régulières, mais il entend mettre fin, sur le champ, à toute exposition de la fillette à un climat qui lui paraît inacceptable. Pour Marina, l'instant est chargé d'une émotion contenue. Elle observe l'homme qui d'habitude semble absent des coulisses de la vie familiale, se lever et prendre une décision qui protège l'enfant. Ce geste simple, demander que sa fille soit mise à l'abri, a un effet concret. Le conseil tutélaire propose un transfert temporaire vers un lieu d'accueil sûr, avec accompagnement médical et psychologique immédiat. La petite quitte la maison en silence, serrée contre l'une des éducatrices du conseil, puis pose la tête un instant sur l'épaule de Marina, comme si elle cherchait une encre. La scène du départ est sobre, presque ordinaire, et c'est précisément cela qui la rend humaine. Pas d'image de violence, seulement le déplacement d'une enfant qui va vers un espace où on va l'écouter. Marina la serre contre elle, sans la fragilité d'un corps léger qui porte pourtant une lourdeur invisible. « Tu vas être en sécurité », murmure-t-elle, sans promesse miraculeuse, mais avec cette vérité simple qui parfois suffit à apaiser l'urgence. Sofia hoche la tête, et sa petite main laisse tomber par réflexe un morceau de papier griffonné, un cœur maladroit qui dit merci. Marina le glisse dans sa poche. L'intervention du père donne au dossier un tournant stratégique. La présence d'un protagoniste doté de pouvoir ne vaut pas, à elle seule, comme une preuve devant un tribunal. Elle permet cependant de réduire l'espace au silence et à l'influence. Dès ce moment, le jeu de la défense perd une force. La maison n'est plus insondable, l'isolement de la fillette est terminé. Rodrigo engage un avocat, mais pas pour étouffer l'affaire. Il choisit au contraire de collaborer. Il s'ouvre à Marina et au docteur Henrique, pose des questions sur la procédure et accepte de se soumettre à une évaluation familiale. Son engagement mesuré et réel a un effet sur la suite. Il donne à l'institution judiciaire la possibilité d'ordonner des mesures qui impliquent le père comme partie prenante. C'est une réponse rare et salutaire à un cas où souvent l'absence du parent protège, de fait, des comportements problématiques. Les jours qui suivent sont un kaléidoscope de formalisme et d'humanité. Le dossier présenté au tribunal réunit les éléments essentiels, témoignages, dont celui courageux de Donna Marta, le fichier audio authentifié, le rapport médical signalant des signes de stress et des troubles du comportement chez la fillette, les dessins et la preuve photographique. Leonardo publie, avec prudence et responsabilité, un article documenté. Il rend public ce qui peut être partagé sans exposer l'enfant. Des extraits anonymisés, des explications sur la procédure, des appels à la vigilance. L'effet médiatique accélère certaines réactions, mais ne remplace rien. La bataille se joue dans la salle d'audience. L'audience commence dans une salle où la sobriété du tribunal contraste avec les enjeux personnels. Les témoins sont appelés à parler et chacun le fait avec une retenue qui force le respect. Donna Marta raconte, la voix parfois brisée par l'émotion mais tenue, les moments qu'elle a observés et qui pour elle étaient insupportables. Elle parle d'un type de petites humiliations, de restrictions, d'une ambiance qui, dans le quotidien, ôte la légèreté à un enfant. Son témoignage est corroboré par l'ancien employé plus timide, qui, après des semaines d'hésitation, accepte de dire ce qu'il sait sous serment. Marina, pour sa part, présente les dessins et explique la mise en place de l'observation à l'école, la méthodologie suivie pour ne pas altérer la véracité des éléments collectés. Les preuves techniques sont amenées de manière structurée. L'audio est reproduit en cours de façon encadrée par l'expert qui a authentifié le fichier. Le comptable expose des anomalies financières en expliquant que si ces flux ne prouvent pas un acte illicite, ils correspondent à un réseau matériel qui peut permettre une opacité dangereuse. Le médecin explique, avec prudence, les signes observés et recommande un suivi psychologique. Chaque élément est présenté non pas pour condamner, mais pour permettre au juge d'avoir une vision complète et nuancée.
Au moment où l'audio est diffusé, la salle se fait plus silencieuse qu'une église. On entend des ordres, des voix qui tracent des règles, des petites phrases adressées à la fillette, comme si elle était un instrument. La portée de ce fragment ne consiste pas seulement dans le contenu. Elle témoigne d'une dynamique de pouvoir et de contrainte. Patricia, écoutant l'extrait, a le visage fermé. Elle répond quand on l'interroge qu'on sort les phrases de leur contexte, qu'il s'agit de consignes exagérées, d'une discipline de maison qu'on ne peut qualifier hâtivement. Ces mots font en partie de la stratégie de défense. Relativiser la portée, réduire l'effet. C'est là qu'intervient la décision judiciaire, qui doit arbitrer entre vulnérabilité constatée et présomption d'innocence. Le juge, après avoir entendu les témoins et examiné le dossier, prend des mesures conservatoires. Il interdit tout contact non encadré entre la belle-mère et la fillette, ordonne que la fillette reste sous la garde provisoire du père, sous conditions strictes, surveillance psychologique obligatoire, suivi parental, visite supervisée de la famille élargie si nécessaire, et renvoie les éléments au ministère public pour enquête complémentaire. La décision n'est pas une condamnation, elle est une protection. Elle vise à stabiliser une situation, à protéger un enfant, en attendant la clarté des procédures pénales éventuelles. Le tribunal ordonne aussi des évaluations complémentaires et la mise en place d'un plan de réintégration sociale et scolaire pour la fillette. La réaction publique est diverse. Certains déplorent l'exposition médiatique, d'autres saluent la célérité de l'action. Ce qui importe le plus, pour Marina et pour l'équipe, c'est que Sofia est désormais entourée d'un réseau de sécurité. Psychologues, éducateurs, médecins, et la présence d'un père qui, pour la première fois depuis longtemps, a mis sa réputation et son emploi du temps au second plan, face à la protection de sa fille. Rodrigo se présente aux premières séances de thérapie familiale avec une humilité que peu auraient anticipée. Il écoute plus qu'il ne parle, questionne, se montre attentif aux recommandations des professionnels, et accepte des mesures contraignantes pour garantir que la maison ne redevienne pas un lieu d'isolement. La reconstruction personnelle de Sofia ne suit pas un calendrier linéaire. Les progrès sont faits de petites victoires. Il y a des matins où elle accepte de rester plus longtemps à l'école, d'autres où elle se replie. Les séances avec la psychologue scolaire sont ponctuées de jeux d'histoire et de moments où l'enfant redécouvre qu'elle a le droit d'être petite, de rire sans contrainte. Marina veille, non pas pour se substituer au processus judiciaire, mais pour être une présence stable dans la vie de la fillette. Elle accompagne les rendez-vous, participe à des réunions de suivi et se tient à distance respectable, consciente que le rôle d'une professionnelle est de favoriser l'autonomie. L'impact sur la communauté locale, lui aussi, se manifeste. Le cas devient un point de discussion dans des réunions d'enseignants, parmi des associations de défense des enfants et dans des espaces de la municipalité où l'on commence à parler des moyens d'améliorer les protocoles de détection et de protection. Ce dossier sert d'alerte. Il montre comment des signes faibles, s'ils sont correctement interprétés et suivis, peuvent empêcher le développement d'une situation plus grave. Des collègues de Marina reçoivent des formations, et l'école voit un accroissement des signalements du public. Ce n'est pas une victoire en termes médiatiques, mais c'est une victoire en termes de réseau de protection. Quant à Patricia, la procédure ne s'achève pas sur un jugement hâtif dans ce récit. Les poursuites sont engagées, des auditions ont lieu, et l'autorité compétente doit suivre une enquête approfondie pour vérifier la portée des faits. L'objectif central du tribunal, protéger l'enfant, reste la priorité. La mesure d'interdiction de contact décidée en audience vise à éviter toute pression potentielle sur les témoins et permet à Sofia de se reconstruire sans la présence immédiate d'une figure qui a été associée à sa contrainte. La vie de Marina continue, marquée désormais par une reconnaissance sobre. Elle n'a pas cherché la publicité, mais son action a lancé une mécanique qui a permis à une fillette d'échapper à l'isolement. Son retour à l'école s'accompagne d'une prise en charge administrative différente, protocole de protection renforcé, soutien psychologique à toute l'équipe et un respect renouvelé pour ceux qui signalent.
Recevoir des remerciements anonymes ou des témoignages d'anciens employés qui se sentent enfin écoutés n'efface pas les nuits blanches, mais donne un sens à l'effort. Le père, lui, engage des transformations qui dépassent les formalités. Il ferme des comptes professionnels susceptibles d'entraver la transparence domestique, accepte de suivre des séances de parentalité pour apprendre à reconnaître les signaux de souffrance de sa fille et consacre davantage de temps à être présent. Il n'est pas parfait et la suite des enquêtes déterminera sa responsabilité éventuelle dans les dynamiques observées. Mais pour l'instant, sa décision d'intervenir, d'écouter et de placer la sécurité de Sofia au centre de ses priorités a une portée réelle. Cette posture, simple mais décisive, montre qu'une responsabilité parentale assumée peut transformer la trajectoire d'un enfant. Les mois qui suivent sont consacrés à la mise en place du plan de réinsertion de la fillette, les séances de thérapie régulières, la reprise progressive d'activités extrascolaires et la présence d'un réseau de soutien donnent à Sofia des repères stables. À l'école, la classe s'y prend avec délicatesse, des activités centrées sur le jeu et la confiance, un enseignement qui permet au groupe de retrouver un équilibre. Marina, qui avait pris soin de conserver l'image du petit cœur tombé de la poche, s'en sert comme d'un talisman discret d'espoir. Un après-midi, Sofia laisse une petite carte sur le bureau de Marina. « Merci », écrit avec des lettres irrégulières et un gros point rouge en guise de cœur. Pour Marina, c'est un document privé qui a plus de valeur que n'importe quelle reconnaissance publique. Sur le plan social, le cas a ouvert un débat local sur la manière de protéger les enfants dans des contextes de grande richesse. On discute d'une meilleure formation des employés domestiques, d'un renforcement des canaux de dénonciation anonymes et d'une coordination plus fluide entre écoles et services de protection. Leonardo publie des reportages sur ces enjeux en insistant sur la responsabilité collective. Ce n'est pas seulement la faute d'un individu, mais parfois le résultat d'une culture de protection qui ferme les yeux. Son travail, mené avec prudence, stimule des conversations, mais il veille à préserver l'intimité de la fillette. C'est une règle d'or qu'il respecte. Le temps n'efface pas tout, il transforme. Sofia retrouve le plaisir de peindre sans contrainte, rit parfois d'une plaisanterie idiote et répond aux questions sur ses rêves avec des images d'arbres et de rivières. Il y a des jours où elle vacille, où certains gestes réveillent des peurs anciennes, mais chaque petite victoire est une confirmation que la protection a été la bonne voie. Quant à Marina, son parcours professionnel prend une teinte nouvelle. On lui offre des occasions de participer à des formations sur la protection de l'enfance, à des groupes de travail municipaux. Elle reste toutefois prudente. Elle n'a pas voulu cette exposition pour elle-même et garde comme priorité l'écoute des enfants. Son action, plus que sa reconnaissance, est la chose qui la stabilise. Elle sait que le vrai travail ne se mesure pas en applaudissements, mais en regards d'enfants qui retrouvent leur droit à la légèreté. Un soir, après une journée de réunion, Marina ouvre une enveloppe laissée à l'école. À l'intérieur, une petite carte au papier rugueux, le tracé est enfantin, un soleil, deux figures et en lettres hésitantes pour Marina. Elle lit la carte dans un silence respectueux. À l'intérieur, quelques mots simples. « Merci d'avoir vu. Quand je serai grande, je chanterai pour toi. » C'est une promesse naïve et puissante. Marina replie la carte et la range dans un tiroir, comme on garde un trésor sensible. Les effets collatéraux du dossier se font sentir ailleurs. Des employés, longtemps tétanisés par la peur, reprennent confiance et témoignent dans d'autres affaires. Des établissements scolaires mettent en place des protocoles d'observation plus fins. Des citoyens prennent l'habitude de signaler ce qui les choque. Rien de tout cela n'est instantané. Ce sont des trajets de long terme, mais la somme de ces gestes crée un milieu plus sûr pour des visages qui, auparavant, restaient invisibles. La procédure judiciaire suit son cours, avec des étapes parfois lourdes, des examens complémentaires, des auditions. On ne conclut pas ici une condamnation définitive, car la justice demande son temps et son exigence de preuve. Ce que le récit documente, en revanche,
et la manière dont la convergence d'actions d'une enseignante vigilante, d'anciens employés courageux, d'un journaliste responsable, d'un avocat engagé et d'un père revenu à ses priorités a permis de briser un isolement et de remettre l'enfant au centre des décisions. En fin de compte, le geste le plus concret réside dans la vie quotidienne qui renaît. Un matin, Marina entre dans la cour de l'école et voit Sofia courir pour attraper le ballon que lui lance une camarade. Le visage de l'enfant est détendu pour un instant et Marina ressent une émotion contenue. La preuve que des petites choses, invisibles à l'œil des puissants, peuvent redonner une existence d'enfant. Elle se rappelle la première image, la fillette pieds nus, la vassoura, le monde de marbre autour d'elle, et mesure la distance parcourue. L'histoire se referme sur une douceur discrète. Un déjeuner partagé entre l'équipe éducative, le personnel du conseil tutelard et quelques volontaires où l'on parle peu des audiences et plus des activités à venir pour les enfants. Rodrigo, présent, ne cherche pas la confrontation inutile. Il prend des engagements simples qu'il assume. Son regard vers Sofia, quand il la croit absorbée par une histoire racontée par la bibliothécaire, est tendre mais vigilant. Les décisions de justice ont tracé un chemin, mais la reconstruction tient aussi au quotidien, à ces instants où l'on apprend à être ensemble sans hiérarchie toxique. Si ce récit vous a touché, partagez-le pour sensibiliser d'autres personnes aux signes qui peuvent sauver une vie d'enfant. Et si un jour vous suspectez qu'un enfant vit une situation similaire, joignez les services de protection de l'enfance locaux. La prudence et la rapidité de signalement peuvent faire toute la différence.